Bonjour à tous, merci d'être là. Peut-être que quelques personnes vont nous retrouver. On vit un phénomène assez rare ce matin avec la venue de M. Sarkozy. D'habitude, on ne laisse pas rentrer les policiers dans la Sorbonne. Là, ce matin, c'était les étudiants qui avaient du mal à y rentrer. On va avoir un débat sur l'éducation ce matin, sur l'éducation et ses rapports avec les entreprises. L'éducation semble être un débat qui va marquer la prochaine présidentielle, si on en croit quelques couvertures de journaux. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir tous les candidats à la présidentielle ou futurs candidats qui se pressent à la Cité de la Réussite. Donc voilà, on va avoir tout le temps d'approfondir ces questions. Pour y répondre, je vais commencer. Nous avons avec nous M. Richard Descoings, vous êtes directeur de Sciences Po. Vous êtes également connu pour l'action de Sciences Po pour promouvoir une filière en provenance des ZEP de certains étudiants. Vous avez récemment en parlé. Hervé Hanbick, directeur des ressources humaines du groupe Altran, donc un groupe qui chaque année recrute beaucoup d'élèves et des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce et des universités. Bernard Ramononsou, directeur général du groupe HEC. Stéphane Roussel, directeur général des ressources humaines de SFR ou de SFR CGTEL, je ne sais pas exactement, SFR. Et Marc Selam, président de Ionis Education Group. Donc vous voyez, il y a déjà des noms d'instituts de formation qui ont des noms d'idées group. Comme les entreprises, on voit déjà que certaines marques, en tout cas des entreprises, ont contaminé ou en tout cas inspiré les établissements universitaires d'enseignement supérieur. Alors une première question, peut-être à tous un rapide premier tour de table. On annonce dans les médias que, aux côtés de la sécurité, l'éducation va être un des grands sujets de la présidentielle. Il y a eu quelques premiers débats sur la carte scolaire, ce n'est pas forcément ce dont on va parler là ce matin. Est-ce que pour vous, il y a actuellement, et plus particulièrement lorsque des partis sont à même de faire des propositions, est-ce qu'il y a un gros enjeu actuellement sur l'éducation? Et rapidement, quel est-il selon vous? Je ne sais pas qui veut y aller. Monsieur Descoings. Bonjour à toutes et à tous. Un gros enjeu, oui, c'est assez simple. Il y a 15 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes scolarisés chaque année. Ils sont en principe 2 par an. Ça fait un nombre d'électeurs considérable. Et je crois qu'il était grand temps que, pour préparer les élections générales aussi importantes que celles qu'on aura l'an prochain, la question du système éducatif, de l'école, de l'université, de l'emploi, de la formation, soit en tout cas en ce moment au centre des débats. Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que pour la première fois, on accepte de poser des questions qui étaient autrefois tabous. L'exemple de la carte scolaire est tout à fait passionnant. Le même week-end, et Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy annoncent leur souhait de supprimer la carte scolaire. Alors bien sûr, comme citoyen et comme tous les électeurs, on attendra de savoir comment la remplacer. S'il s'agit de la supprimer, c'est parce qu'on considère qu'elle ne joue plus son rôle de brassage social qui était l'objectif de sa création. Jamais aussi on a autant parlé de l'investissement dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et enfin, c'est étonnamment nouveau. On a créé en 2006, le gouvernement a créé en 2006 une commission pour réfléchir aux liens entre la formation universitaire et l'emploi. Je suis très heureux que cette commission existe et c'est aussi tout un discours sur ce qui ne s'est pas passé avant. Donc oui, je pense que l'éducation peut être un des sujets majeurs, à condition, me semble-t-il, que simplement on sorte d'un certain nombre de slogans et qu'on entre dans un certain nombre de propositions concrètes et surtout qu'on ne parle pas de réforme. L'école est malade d'annonces de réforme. Donc parlons gestion, parlons évolution, parlons mutation et évitons le mot réforme. Juste en termes de financement, en termes de ministère, tout le trajet éducatif de la maternelle au supérieur dépend d'acteurs différents. Est-ce qu'il y a un maillon? On dit toujours tous jouent à l'école primaire, où on dit c'est l'enseignement supérieur qui est le maillon faible en France. Est-ce que, juste en complément de ce tour de table, est-ce qu'il y a un des segments du parcours éducatif sur lequel il paraît falloir mettre le paquet en ce moment? L'essentiel en ce moment, c'est la maternelle et le primaire, si on se projette 20 ans en avance.
du point de vue de la cohésion sociale du pays, c'est là qu'il faudrait investir massivement sur certains territoires. L'autre niveau où il faut investir massivement, c'est l'enseignement supérieur. Je suis un tout petit peu inquiet du consensus qui se dégage en ce moment, consistant à dire on investit moins d'euros par étudiant qu'on investit d'euros par lycéen. Parce que ça laisse entendre que la solution du financement des universités passera par une baisse ou par un transfert du financement du secondaire. Je ne crois pas une minute à ce transfert. Et donc j'ai très peur qu'on promette beaucoup aux universités à raison de ce transfert et qu'au moment de passer à l'acte, on découvre que c'est beaucoup moins simple que cela de passer des crédits du secondaire au crédit du supérieur et que du coup les universités continuent de manquer d'argent. On va continuer ce tour de table, peut-être en commençant par les personnes du milieu de l'éducation. Marc Selam, là aussi pour vous, est-ce que c'est un enjeu majeur? Et quel est l'endroit où il faut inventer de nouvelles choses, proposer des choses concrètes? D'abord, bonjour à tous. Bien, je devrais d'abord préciser que c'est un sujet, je relève que ça ne sera plus un sujet tabou, l'éducation, l'enseignement supérieur surtout. Et je crois que ce qui va être important à travers ce débat électoral, c'est nous portons un projet éducatif d'enseignement supérieur privé. Et je pense que nous avons des parents qui sont aujourd'hui chez nous parce qu'à un moment donné, le système n'a pas répondu à leur attente. Et quelque part, la question de financement des écoles va se poser parce qu'il y a un aspect pratique qui est l'aspect fiscal. Ce n'est pas normal qu'un groupe comme le nôtre, où les parents investissent et qu'aujourd'hui, on se pose la question qui en profite, puisque le système éducatif, nos étudiants qui viennent chez nous, ne coûtent pas au système éducatif. Donc aujourd'hui, l'université se pose des questions de financement, de droits de scolarité, d'augmentation des droits de scolarité. Je pense que là, c'est un débat qui a le mérite aujourd'hui d'être sur la place publique. Bien sûr, le système de bourse, le système de crédit, tout ceci va être important. Nous avons répondu, nous aussi, nous avons apporté une réponse en interne, puisque nous avons aussi l'ascenseur social, pour dire les choses autrement. Nous avons des parents issus d'univers très défavorisés qui viennent chez nous et qui se saignent pour que leurs enfants réussissent, parce qu'on a une réponse qui correspond à leurs attentes, puisqu'ils aboutissent. Le bout, c'est l'intégration d'entreprise. Donc je crois que le débat aujourd'hui, comment va être posé, c'est de dire combien coûte l'université, combien coûte un système de grande école, et il y a entre les deux le reste. Et c'est vrai que la difficulté première, c'est aussi le primaire et le collège, puisque là, on retrouve des faiblesses énormes, puisque nous sommes amenés, dans le cadre de nos écoles, à faire un socle commun dès le départ, à revoir tout ce qui n'a pas été fait. Et là, nous avons cette culture qui n'est pas forcément la culture de l'élite, mais la culture d'abord de celle qui va réussir en entreprise, qui a besoin d'abord de lire, d'écrire, et de réfléchir, et de se sentir bien dans sa tête, et de réussir à construire une vie professionnelle. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est une bonne occasion pour nous de faire valoir peut-être à un moment donné ce débat qui est le financement, qui n'est pas forcément une mince affaire. Voilà, merci. On reviendra sur ces questions de financement. Bernard Ramanonsou, donc vous êtes directeur général du groupe HEC. Cette école de management française dans les premières places des écoles européennes, tout va bien pour vous? Vous avez un vrai besoin de réforme? Oui, je répondrai à ça dans les 15 dernières secondes, d'accord? Parce qu'il faut que j'élabore un peu. Bonjour d'abord à tout le monde. Pour répondre à votre toute première question, oui, enfin, je crois qu'aujourd'hui ça frémit, c'est-à-dire qu'on commence à parler des problèmes d'éducation, ce qu'on ne faisait pas depuis des années. Mais de façon un peu provocante, je dirais que ça ne fait que frémir. Et comme Richard Descoings le disait, moi j'ai un petit peu peur qu'on fasse semblant même de frémir. Alors je ne vais pas faire du mauvais esprit, mais enfin, si c'était totalement stratégique, cet amphi serait plein. Alors je vous remercie d'être là, mais je n'arrive pas à savoir si vous êtes les derniers des Mohicans ou bien si vous êtes le début du frémissement. Alors je sais qu'il y a des tas d'autres explications, mais quand même, quoi, hein, quand même. Non, c'est intéressant. Donc ça, c'est un premier point.
Pourtant, alors pour le dire autrement, je pense que la question de l'enseignement et de la maternelle au doctorat, à l'enseignement supérieur, en incluant la recherche en ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est un problème qui devrait être, alors évidemment je suis juge et parti, mais qui devrait être le premier des problèmes des candidats à la présidence de la République. Pourquoi? Pour deux raisons. Une, sur laquelle on n'insiste pas assez, Richard le disait il y a 2 minutes, l'école est probablement l'endroit où se construit et se développe le lien social. Si on oublie ça, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut construire du lien social. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'institutions en tant que telles. Or, je ne vois pas de gens qui disent que l'école, encore une fois, de la maternelle à l'enseignement supérieur, c'est un endroit, c'est une filière de constitution d'un lien social. Et rien que pour ça, on va revenir sur le financement, on devrait investir massivement là-dessus. La deuxième chose qu'on ne dit pas, ou qu'on ne dit pas assez, et je n'entends pas les politiques le dire, les candidats à la présidence de la République, je ne les entends pas le dire, il y va de la compétitivité d'un pays. Un pays qui n'investit pas dans son enseignement, encore une fois, depuis les premières années jusqu'aux dernières, et même au-delà, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie, est un pays qui détruit sa compétitivité. Or, vous penserez à moi, vous regarderez combien de fois les hommes politiques associent compétitivité à éducation et à enseignement. Pratiquement jamais. C'est comme si c'était quelque chose de séparé. Et donc, c'est vrai qu'il y a un frémissement, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de frémissement par rapport à ça. Alors, autre sujet d'inquiétude, non, allez, on va faire un sujet positif, non, autre sujet d'inquiétude. Le sujet d'inquiétude, c'est que quand on parle du problème de l'enseignement, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, on en parle en termes de réallocation de ressources. Alors, comme le disait Richard Descoings, on dit il va falloir essayer de déplacer du secondaire vers le supérieur. Ou bien, alors, grand machin aussi, on dit mais c'est avant tout un problème d'organisation. Alors, c'est vrai que c'est aussi un problème d'organisation, probablement, mais je vous promets qu'en tous les cas, dans le domaine dans lequel je suis, on peut toujours s'améliorer en termes d'organisation, mais on est tellement poussé par la concurrence internationale qu'il y a longtemps qu'on s'est mis à peu près en ordre de bataille. Et donc, j'ai peur que chaque fois qu'on parle d'organisation, ce soit une façon habile de faire croire qu'on pourrait redevenir compétitif rien qu'en se réorganisant un petit peu. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Alors ça, c'est ça le vrai problème. Alors il y a une source d'optimisme, je pense que c'est un des sous-thèmes de notre table ronde, c'est les entreprises sont en train de s'associer en partenariat avec les institutions, au moins au niveau de l'enseignement supérieur, et elles le font plutôt bien. C'est-à-dire elles le font sans chercher à prendre le contrôle de cet enseignement supérieur. Ça, c'est une source d'optimisme. Une source, entre les deux, peut-être que les gens commencent à considérer de facto, peut-être que le citoyen commence à considérer de facto, quand on voit les stratégies des familles, qu'il faudrait faire quelque chose et qu'il n'est pas illégitime de dire qu'il doit y avoir une contribution à minima, au moins de ceux qui ont les moyens, pour financer les études de leurs enfants. Mais là où il y a un manque que je ne comprends pas, c'est sur l'investissement de l'État. C'est un problème de stratégie. On sait que l'État n'a plus les ressources, donc il faut qu'il les réalloue. Et donc je commencerai à considérer que les candidats à la présidence de la République considèrent que c'est une priorité stratégique l'enseignement, quand ils nous diront qu'ils prennent des euros dans un autre domaine pour le mettre dans celui de l'éducation. Tant qu'il n'y aura pas ce transfert quelque part, et c'est ça les choix stratégiques, alors c'est du discours, et ça peut être du discours qui nous endort, ce qui est très embêtant de s'endormir, parce que justement, ça fait pas mal de s'endormir. Et donc on risque de décliner en termes de présence de notre pays dans l'enseignement d'une façon générale, du coup en termes de compétitivité, et ça pourrait être assez dramatique si on ne se réveille pas. Alors c'est mes 15 dernières secondes. Et donc contrairement à ce que dit le discours circulant, HEC n'est pas épargné par cette problématique-là. C'est vrai qu'on a plus de moyens que les universités en général, mais ce n'est pas ça la question. C'est on a infiniment moins de moyens que les équivalents dans les grands pays de l'OCDE. Voilà. Quand vous dites les grands pays de l'OCDE, j'imagine qu'il y a un bon nombre de pays européens, pourtant vous êtes en tête. Alors est-ce que c'est seulement une question de moyens? C'est aussi...
bon, avec tout ce qu'il y a dans les classements qui ne concernent... Oui. C'est une excellente question. Non, on a à peu près, soyons brutaux, on a à peu près, on est au... Allez. Là, vous êtes en train de dire que vous êtes très fort. Vous êtes en train de dire on a moins de moyens et en plus on est premier. Oui, mais ça dépend à quoi on se compare. Si on se compare à nos équivalents dans les autres pays européens, on a à peu près autant de moyens qu'eux. Et donc, on est, bon voilà, on n'est pas très fort, on est normaux. On a moins de moyens, c'est pas comparable. Vous savez, très souvent, on m'agresse dans les endroits où je vais, enfin on m'agresse. On m'interpelle poliment et on me dit, mais enfin, Ramanantsoa, pourquoi HEC, c'est pas comme Harvard? La réponse est simple. HEC, c'est pas comme Harvard parce qu'il y a 2 fois plus de profs à Harvard pour 4 fois moins d'élèves. Donc on est dans un ratio de 1 à 8. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est les États-Unis. Eh bien alors on va comparer avec une autre institution qui n'est pas sur le même segment, c'est l'INSEAD qui est en France. Eh bien l'INSEAD, il y a 1,5 fois plus de profs qu'à HEC pour 3 fois moins d'élèves. Voilà. Et là donc on est dans un rapport de 1,5 par 3, 4,5. D'accord ? Donc voilà comment on montre, enfin comment à mon avis c'est assez clair qu'on n'est pas au même niveau de moyens des grands compétiteurs mondiaux. Alors, je vais continuer à poser la question au directeur des ressources humaines. Quand vous pensez à la présidentielle, est-ce que vous avez des attentes du ministre de l'Éducation ou simplement du ministre de l'Économie? Bonjour. Pour nous, le problème ne se pose pas tout à fait comme ça. En tant que citoyen, bien sûr, l'élection présidentielle est importante, mais il va falloir qu'on se débrouille tout seul, nous. Et donc, il y a une relève à prendre, il y a un prolongement à faire. Et le problème que l'on a aujourd'hui, à l'heure où on recrute plus de 5000 personnes dans le monde, le problème que l'on a est très simple. C'est les organisations, y compris les organisations comme l'entreprise aujourd'hui, sont orphelines de sens. Et si vous voulez, on s'aperçoit aujourd'hui que tout se connecte à tout. Donc il n'y a plus de position dominante, il n'y a plus d'évolution de carrière linéaire, etc. Tout se complexifie. Donc comment on fait la différence entre l'essentiel et, j'allais dire, l'instant et l'éphémère? Tout s'accélère. Le problème que l'on a dans nos organisations aujourd'hui à traiter, il y a une vitesse turbo d'évolution des organisations, qu'on le veuille ou non, mais qui n'est plus forcément compatible avec, j'allais dire, le temps biologique des gens. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Donc nous, qu'est-ce que l'on cherche derrière? C'est très simple. On est obligé d'essayer de tester sur les gens qui vont venir chez nous. Il n'y a pas de vérité absolue, mais est-ce que vous êtes capable de vous incarner? C'est prétentieux de dire ça, je le sais bien, mais c'est vraiment le débat d'aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes équipé pour nous aider à déchiffrer, défricher le sens, ce qui est très très difficile aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette agilité? Et surtout, derrière tout ça, est-ce que vous pouvez être un porteur de sens avec nous? Donc nous, ce qu'on voudrait beaucoup aujourd'hui, et c'est ça notre enjeu, mais qu'on soit ingénieur, qu'on soit technicien, secrétaire, c'est un état d'esprit, hein, d'ouverture et j'allais presque dire de respect, d'altérité, de la diversité, parce qu'on est dedans. Donc nous, aujourd'hui, on a besoin de ponts. On a besoin de développer avec les partenaires d'éducation, avec d'autres certainement, on a besoin de développer, j'allais presque dire, une école du sens. Je dirais même une école du bon sens. On a besoin de développer une école de l'audace. Franchement, le message qu'on passe à tout le monde dans cette espèce de conformisme bêlant, il n'y a pas d'autre mot, et surtout quand on voit les enjeux qu'on a au niveau mondial aujourd'hui, c'est mais osez, allez-y, osez vos rêves, enfin allez-y, il n'y a pas de risque, prenez. Donc c'est vraiment ça, il y a comme ça qu'on y arrivera, innover, aidez-nous à créer, etc. Surtout qu'on est les champions normalement, nous se dit-on, de l'innovation. Et donc il y a une dernière aussi école qu'on voudrait créer, qui nous manque terriblement, qui est l'école, j'ai presque dire, de l'honnête entrepreneur, en référence à l'honnête homme de la Renaissance. C'est-à-dire, entrepreneur, on est vraiment sur ce sens de l'innovation, sur ce sens de la créativité. J'allais presque dire, je vais être poli, mais zut, c'est la vie, quoi. Arrêtons ce virtuel, arrêtons ce zapping, arrêtons cet éphémère. Je suis d'accord avec vous, monsieur, le décalage entre l'éducation et tous ces barrages ce matin, c'est quand même un peu énervant. Je trouve qu'il y a quand même un delta entre les problèmes de fond et certains autres problèmes. Donc, comment on crée, avec des partenaires, cette école du sens, cette école de l'audace? Je ne peux pas dire n'ayez pas peur, mais allez, foncez, quoi. Et cette école de l'entrepreneur. Et moi, je pense que nous allons vers des marques d'éducation au sens américain du terme. Je pense que de plus en plus, il va falloir, j'aimerais bien qu'Altran soit porteur, on va créer des marques qui vont porter un sens. Le nôtre sera certainement quelque chose sur l'entrepreneurship, avec des banques, il faut bien financer, avec des universités, quelles qu'elles soient, avec des éditeurs de contenu, avec des pédagogues, avec d'autres entreprises, etc. Et je rêverais qu'on arrive à lancer cette première marque d'éducation.
Permettez-moi de vous reposer la question. Forcément, en tant que DRH, je vais être obligé de piocher dans ce que l'éducation nationale et tous les systèmes éducatifs vous fournissent. Est-ce que globalement, vous en êtes content? Nous, aujourd'hui, si vous voulez, on participe à beaucoup de forums, évidemment. Oui, en termes d'experts, en termes de technicité, oui. Franchement, oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Toutes les écoles d'ingénieurs avec qui on travaille, les écoles de management avec qui on travaille, oui. Franchement. Mais il manque cette petite dimension. Moi, je viens de signer un partenariat, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais avec Euromed. Euromed, c'est une école de commerce à Marseille, qui est passée maintenant qu'il est à 9e. Et pourquoi j'ai signé avec eux? Ils ont mis sur le fronton de leur école, là-bas, dans la garrigue, ils ont mis développement individuel. C'est la première école que je vois, en tout cas à ma connaissance, hein, à moins qu'il y en ait d'autres. D'abord, qu'il y a 90 partenariats dans le monde, parce que quand même l'enjeu, il est chinois, il est indien, etc. Et c'est la première école qui dit « je promeus le développement individuel ». Donc on a absolument besoin de ça si on veut faire évoluer les choses. Mais est-ce que ça, c'est des choses qui doivent évoluer entre entreprises et écoles, ou est-ce que vous avez une attente du politique pour favoriser pour répondre à certaines de vos attentes? En tant que DRH. Je n'ai aucune attente du politique. Clairement, aujourd'hui, aucune. Alors, je vais terminer, je vais vous dire. Par dépit ou parce qu'ils ne rentrent pas dans le périmètre de vos priorités actuelles? Parce que je pense que c'est déconnecté, c'est tout, et que la vie n'est pas là. La loi dont vous rêvez, la loi qui favorise... Je ne rêve d'aucune loi. Moi, au contraire, moins il y en aura, mieux on se portera. D'accord, non, mais ça mérite d'être clair. Stéphane Roussel, aux ressources humaines chez SFR, vous avez le même sentiment? Alors, je partage la sévérité sur le constat. Et bon, on aura un autre tour de table avec de l'optimisme sur les expériences réussies qui commencent. En fait, pour simplifier, hein, dans le triangle formation, gouvernement, entreprise, ce qui fonctionne mal, c'est la relation entre ces grands blocs. Parce que si vous prenez les blocs individuellement, finalement, ça ne tombe pas si mal que ça. Et le mal français, mais c'est vrai dans beaucoup de problèmes, et pas seulement celui-là, c'est dès qu'on met des acteurs ensemble. Donc, pour être simple, là je reprends au bon la balle, dire qu'on n'entend rien du gouvernement, ça prouve vraiment que c'est deux mondes à part. C'est à la fois vrai d'un point de vue réaliste, et moi, peut-être un peu plus optimiste, j'en attends quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'au niveau d'un pays, ce n'est pas ces trois acteurs ensemble qui trouvent la solution. On a vraiment l'impression que chacun essaye de bosser de son côté, tant bien que mal. Alors, ce qui rend optimiste, c'est comme rien n'a été fait de ce côté-là, tout ce qu'on va jeter comme passerelles, qui ne sont pas forcément coûteuses d'ailleurs, va aller dans le bon sens. C'est quand même pas normal qu'il y ait un passage aussi énorme entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Dans le monde de l'entreprise, on n'attend pas que la technicité. La technicité, c'est peut-être 30% de ce qu'on attend. Or, le système scolaire en France est certainement un des meilleurs du monde pour délivrer un savoir et même un savoir-faire de haut niveau, et sans doute l'un des plus mauvais sur le savoir-être. Parce que le savoir-être, finalement, moi je préconise beaucoup l'école buissonnière, on l'apprend en faisant un tour du monde, en arrêtant à Bac plus 4 et faire un tour du monde, plutôt que de faire un Bac plus 5, Bac plus 6, parce que dans le cursus même proposé pour les élèves, c'est quelque chose qui est au mieux une option, hein, de se développer personnellement, mais qui devrait être tellement inscrit, parce que c'est ça qui fait la différence après en entreprise. Donc je ne vais pas m'apesantir dessus, je viendrai tout à l'heure. Vous voyez que finalement, le système éducatif a son propre raisonnement, avec son propre classement, qui a un sens en soi, mais qui n'a pas de sens par rapport au monde de l'entreprise. Et puis le gouvernement est le mieux de tout ça. Alors, là où je voudrais jeter quand même une petite lueur d'espoir, c'est que le gouvernement s'est réveillé depuis un moment quand même. Et plutôt que d'essayer de pondre des lois, essaie de construire sur les expériences positives, quoi. Donc il y a un petit changement, un peu débordé d'ailleurs, ce n'est pas forcément par idéologie, où il y a une tentative d'essayer de réguler par des lois des choses qui ont fonctionné. Alors ce n'est pas vrai que dans le monde de l'éducation, j'en reviendrai par des exemples tout à l'heure, mais je pense que le mal, il est surtout sur le manque de lignes dans ce triangle. Pour résumer, c'est ma première. Alors, pour être provocateur, pour finir un petit peu cette introduction, j'ai l'impression que pour la France, qu'il faudrait, puisqu'elle remplit bien sa première mission, le monde de l'éducation remplit bien sa première mission de savoir-faire, et pas du savoir-être, et qui ne prépare pas à l'emploi, pas bien à l'emploi, et pas seulement les universités. Eh bien, peut-être qu'il y a une action je suis un peu provocateur, mais on n'a qu'à demander au prochain président s'il est d'accord pour mettre un ministre de l'Éducation qui sera aussi ministre du Travail. Ce qui est totalement aberrant en France, mais qui finalement nous ferait gagner pas mal de temps, je pense. Enfin voilà, c'est un peu une provocation, enfin, c'est peut-être pas si délirant. Ouais.
pour limiter ce grand saut entre système éducatif puis l'entreprise dont vous parliez, est-ce que ce serait un souhait des RH, mais de vous en particulier, de pouvoir avoir rentré dans l'école plus tôt? Est-ce que c'est quelque chose, un souhait que vous émettez, de dire oui, j'aimerais bien pouvoir aller à la rencontre sur certaines bases des collégiens, des lycéens et développer la culture entreprise? Oui, alors on le fait déjà, mais j'en parlerai tout à l'heure. On le fait déjà pour l'enseignement supérieur. On a des projets, on en parlera avec Bernard sur d'autres choses. En tout cas, et dans le monde des lycéens également. C'est-à-dire qu'on veut bien aller là où on nous ouvre la porte. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre division entre le gouvernement et les acteurs du ministère de l'Éducation. Quand vous parlez avec Gilles de Robien, il est d'accord pour qu'on rentre dans les écoles, mais il me dit qu'il va falloir que je le vende à tous mes intermédiaires. Donc même lui, il n'a pas forcément un pouvoir énorme. Donc à l'intérieur même du schéma, donc si on nous ouvre les portes, nous on veut bien. Sachez quand même que quand l'entreprise vient dans une école, c'est louche en France. Donc oui, on veut bien y aller, on ne veut pas y aller en force, on veut bien y aller en partenariat. Il y a des choses encore une fois, il y a des choses qui se débloquent et je suis très optimiste par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne nous ouvre pas les portes très très facilement. Alors justement, je vous propose éventuellement de remonter le parcours éducatif pour savoir à quel moment ça vous semble judicieux et jusqu'où l'entreprise peut rentrer. On a tous vu sans doute ces reportages aux États-Unis où on voit des enfants qui apprennent à compter avec une canette plus une canette égale 2 Big Mac. Est-ce que pour vous, à partir de quand et de quelle manière il est vraiment impossible ou possible? Quelle est la frontière? Alors d'abord, c'est finalement pas le modèle que vous expliquez. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que l'entreprise y aille pour faire du pré-recrutement ou pour pire, pour vendre sa marque. Donc on n'en est pas là. C'est simplement un partenariat intelligent avec le gouvernement pour réussir justement à accélérer ce développement de la découverte de ce que c'est que le monde de l'entreprise. Et rien de mieux que de le découvrir par des acteurs de l'entreprise. Donc c'est plutôt dans cet axe-là. Alors la maternelle, moi j'ai l'habitude de dire que la maternelle fonctionne très bien en France, et à mon avis est le système le plus évolué. Et finalement, il y a le côté savoir-être est développé en maternelle. Et plus vous montez dans les années scolaires, plus ça se rigidifie. Vous n'êtes plus en table ronde, vous venez en rang serré, on vous demande plus de moins en moins de participer à des choses qui touchent au savoir-être. Donc je dirais que le modèle de l'école maternelle, s'il pouvait se prolonger le plus loin possible, serait pas mal. Donc c'est pas, et puis c'est trop, intervenir à ce niveau-là, sauf effectivement pour des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir les yeux ouverts, je dirais que l'urgence, elle est plus, pour l'entreprise en tout cas, je ne parle pas en général, d'aller doucement entre l'enseignement supérieur, le lycée, les collèges, et puis je ne suis pas sûr qu'il faille remonter tout en haut. Je vais bien écouter ce tour de table sur cette question. Il y a effectivement toute une réflexion politique sur à quel moment faut-il envoyer les élèves en entreprise. Est-ce que selon vous, à quel moment les entreprises peuvent ou ne doivent pas rentrer dans les établissements scolaires? Si vous permettez, moi je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on aille dans le système américain. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle No Logo, il faut que vous le lisiez, enfin, c'est affolant de voir ça. Mais je pense qu'on était l'autre jour avec un de mes experts en recrutement, et on a vu le président de l'INPG. Et il nous disait qu'il y avait une désaffection quasi totale aujourd'hui pour les maths. C'est tellement vrai qu'il y a une société bien connue, il disait qu'il y avait une désaffection, excusez-moi, il y avait une désaffection pour les maths. Et donc il y avait une société qui était en train de faire une campagne dans les lycées, aimer les maths. Et donc moi je pense, et on est en train de le faire, il faut commencer à entrer, d'abord je crois qu'il faut foutre la paix aux jeunes au moins jusqu'en seconde, et puis qu'ils fassent leurs expériences. Et en seconde, oui, je crois qu'il faut qu'on commence à rentrer tout doucement. Moi je trouve que les contacts sont plus faciles que ça, on va un peu partout, et surtout ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire comprendre l'aspect international des choses. Hier, on avait un forum, par exemple, en marge de ceux ici, à côté. Je suis étonné de voir les queues qu'il y avait sur 2 sujets. Le premier, c'était les VIE, volontaires à l'international en entreprise. Donc, pourquoi on ne peut pas aller en entreprise, expliquer un peu ce monde, cette diversité? Il n'y a qu'à voir les masses de jeunes en Chine et en Inde pour comprendre ce qui va se passer. Et le deuxième point, c'est hier encore, on a lancé un atelier qui s'appelle le développement, Altran. Bon, c'était un peu un goodies, mais si vous voulez, développement, c'est comment on vous aide à réfléchir sur ce que vous avez envie de faire. Et moi, je pense que les entreprises, il faut qu'elles commencent à venir là-dedans, non pas en prétention, en disant, voilà ma vérité, Altran, etc., mais on est dans le monde de l'entreprise, on a des forces, on a des faiblesses, j'allais dire d'une manière toute simple, voilà, on peut vous aider à réfléchir. Hier, il y avait des queues de 8h du matin jusqu'à 20h hier soir sur cet atelier développement. Aidez-moi à réfléchir sur mon projet. Donc, il y a une vraie demande. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à financer dans tel ou tel lycée une filière Altran comme une
une pré-prépa dès la seconde ou dès la première, accompagner les premières S sous la marque Altran pour les préparer à leur avenir de formation d'ingénieur puis d'ingénieur par exemple? Non, je pense que si on fait ça, on est mort. Mais je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue, surtout pas. Mais par contre, on a une fondation Altran que je trouve, excusez-moi, mais qui est très très bien, mais qui est un peu pisse-froid quand même, et très, très techno, etc. Et moi, je pense qu'il faut l'ouvrir sur les jeunes. Et essayer de peut-être des bourses, peut-être des systèmes comme ça. Essayer de détecter des talents, essayer de les faire visiter. Voilà, je voudrais que mon responsable recrutement, j'ai eu l'occasion cette semaine, ben, commençons, pourquoi on ne peut pas offrir, c'est peut-être complètement idiot, mais un droit d'entrée au Quai Branly. Autre regard, aller dans ce musée, on voit quand même les choses un peu différemment. Donc est-ce qu'on ne peut pas, tout doucement, monter des opérations qui obligent à, si vous voulez, ce que je cherche, moi, c'est des gens qui n'aient pas peur de dire ce qu'ils pensent, quoi. Voilà, comment on peut les ouvrir, comment on peut faire comprendre cette diversité et surtout ce monde multipolaire. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de filière Altran ou quoi que ce soit. Par contre, mettre un peu de sous, certainement. Oui, vous voulez réagir? Oui, sur les expériences. C'est peut-être intéressant à ce moment-là de témoigner brièvement sur ce qu'on a monté l'année dernière et puis qui a essaimé un petit peu et qui montre que quand même des choses se sont possibles avec le gouvernement et avec le monde de l'éducation. On a monté l'année dernière, donc au niveau des CFR, une possibilité de tendre la main à des jeunes, ce qu'on appelle les quartiers sensibles, hein, qu'on peut appeler les zones urbaines sensibles, pour que, à un niveau bac plus 2, plutôt dans tout ce qui est technique et qui prépare aux écoles d'ingénieurs, les aider à aller jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Parce que souvent, ces jeunes, ils manquent de confiance en eux. Ils n'osent même pas penser qu'ils pourront avoir le diplôme et encore moins un emploi derrière. Donc l'idée toute bête qu'on a eue, c'est de dire, ces personnes-là, on en a pris 145 l'année dernière, on a renouvelé l'opération cette année, c'est de leur confier deux choses. Au-delà du côté financier de payer la bourse, ce n'est pas le plus important, c'est de leur donner un tuteur en interne de l'entreprise qui va les coacher aussi bien sur la partie études, mais surtout après avec un engagement pour les coacher jusqu'à trouver un emploi. Pas forcément chez SFR, ce n'est pas du pré-recrutement. Et la très bonne nouvelle, c'est pour ça qu'il faut être optimiste, c'est que, les deux ministères ont tout de suite dit oui. Le ministère de la cohésion sociale nous ont dit à quel endroit il fallait aller, ce n'est pas nous qui avons décidé. Le ministère de l'Éducation nous a dit voilà les élèves, voilà les écoles, voilà les profs, voilà les élèves, ce n'est pas nous qui les avons choisis. Et le rôle de l'entreprise, c'est de les prendre et puis de rendre ce service-là. Ça s'est monté finalement plus facilement qu'on pouvait le penser. Et ça a bien marché à tel point que d'autres entreprises nous ont rejoints cette année pour la deuxième promotion, d'autres entreprises du secteur des télécoms, hein, je sais pas, Alcatel en particulier, Siemens, etc. Et on a donc multiplié ça, et le gouvernement s'implique, puisque Jean-Louis Borloo est venu la dernière fois. Enfin, là où je veux positiver, il y a pas mal d'expériences comme ça qui se dégagent, c'est quand l'entreprise prend une initiative de ce type-là, comme ce qui manque, c'est le tutorat qui va expliquer justement aux jeunes comment on rentre dans le milieu de l'entreprise. On s'est dit, ça c'est la plus-value que l'on a, et le professeur apporte un complément, et finalement ça roule et ça SM. Donc moi j'appelle à ce qu'il y ait de plus en plus de gens de ce type d'expérience. Justement, est-ce que ça doit rester de l'ordre de la fondation, du mécénat d'expérimentation? Vous aimeriez le voir systématisé? C'est pas à moi de décider s'il faut le systématiser, hein. Le ministère de l'Éducation a quand même fait un truc plus intelligent que la systématisation, il l'a valorisé. Il a encore élargi le cercle au-delà des télécoms. Il invite chacun à rentrer dedans. Il va y avoir une conférence de presse là, en novembre. Donc oui, ils ont pris ça en main parce que c'est leur rôle après de démultiplier. Nous, on veut témoigner que l'expérience peut marcher à une petite échelle. Pas la prétention de penser que ça. Mais je pense que si ça marche là, je vois pourquoi ça ne marcherait pas pour des écoles de commerce et pour tout type de système. Mais c'est pas à nous d'aller l'organiser quand même. Alors vous êtes DRH de grands groupes. Il y a également tout le tissu des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément non plus de lien très étroit avec l'enseignement. Peut-être avoir une question d'étudiants qui ont imaginé là-dessus sur l'apprentissage, je crois. Alors oui, on m'entend? On vous entend. Geoffrey Solignac, 4e année à l'ISEG Paris-Phi. Donc vous avez souvent entendu parler dans le débat notamment du lycée et j'aurais aimé avoir une petite précision sur l'enseignement technique. Est-elle la meilleure approche de l'entreprise et comment peut-on revaloriser certains métiers qui sont actuellement dévalorisés? Allez, rapidement. L'enseignement technique, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est encore une fois pas le point faible, c'est-à-dire que la technicité, on l'a plus qu'il n'en faut, et à la limite plus qu'on va demander pour le premier métier qu'on va avoir. Donc oui, il prépare bien
et suffisamment sur l'aspect technique. Ce qui manque, c'est tout ce qui est à côté, hein, et qui s'acquiert soit par des expériences extra-professionnelles, la vie associative, le tour du monde dont je parlais, ou plus pragmatiquement les stages. Donc je dirais que technique, on n'a pas de problème sur la filière technique, il n'y a pas de sujet autour de ça, on peut toujours s'améliorer, dire que ça... Mais c'est un faux débat, j'ai l'impression que c'est un débat entre spécialistes de l'éducation qui veulent se rassurer en rajoutant encore des couches au-dessus de ça, alors que c'est pas le problème. Il vaut mieux qu'ils aillent sur l'autre sujet, qui est la préparation à la vie professionnelle en dehors de l'aspect technique. Toutefois, on a quand même l'impression réelle que l'enseignement technique manque d'une image positive pour encourager les gens à suivre ces filières. Est-ce que c'est imaginable d'avoir, par exemple, un Sciences Po, des marques aussi fortes que Sciences Po, des marques d'élite dans l'enseignement technique? Alors, il y en a par domaine, on sait qu'il y a des écoles, par exemple, dans la mode très très pointues, parce que le savoir-faire qui est donné concerne 10 élèves et vraiment des gens qui vont se faire recruter immédiatement ou même bien avant la sortie. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir des marques aussi fortes que Sciences Po dans l'enseignement professionnel? Bon, il y a quand même 50% des bacheliers dans les voies technologiques et professionnelles. Donc on ne part pas d'un petit secteur qui serait par soi-même dévalorisé. Deuxième chose, je vous rappelle qu'on se presse à l'entrée des BTS et des UIT, comme on ne se presse pas à l'entrée des universités. Arrêtons de dire que l'enseignement technique est dévalorisé par rapport à l'enseignement général. Si dans les IUT, on trouve des bacheliers généraux, alors que ce n'était pas fait pour eux, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés et qu'ils préfèrent passer par l'IUT que passer par les 2 premières années de la licence. C'est le contraire qui existe aujourd'hui. Les BTS et les IUT sélectionnent, elles sélectionnent durement. Il y a 30 places libres dans les IUT de notre pays, c'est-à-dire qu'il y a un malthusianisme des IUT comme il y a un malthusianisme de certaines grandes écoles. Et ce sont les gens des filières générales qui parlent de la dévalorisation du professionnel et du technologique. C'est quand même la première des choses à dire. Deuxième élément, effectivement, dans le système secondaire, je rappellerai d'abord qu'il y a très peu de temps qu'il est unifié. Jusqu'en 1975, on avait un système scolaire à 2 vitesses. L'école du peuple de Jules Ferry et les petites classes des lycées ou les petits lycées. On dit beaucoup de mal du collège unique aujourd'hui. Je rappelle que c'était l'aboutissement de 10 ans de travail pour fusionner 2 systèmes profondément inégalitaires. Alors simplement, beaucoup de professeurs du secondaire et des filières d'enseignement général ont pensé que la fusion entre les 2 systèmes, c'était d'emmener tous les adolescents au bac général. Ça ne pouvait pas marcher. Il a fallu attendre 1984 et Jean-Pierre Chevènement pour qu'on crée le bac professionnel, qui donne d'ailleurs de bons résultats. Donc, cessons de marteler l'idée que le technologique ou le professionnel serait dévalorisé, parce que ce sont ceux qui le disent, qui en partie, font le phénomène. Deuxième élément, il y a une partie du technologique et du professionnel qui ne marche pas bien. On le connaît. Si vous inscrivez un adolescent en filière VAM, vente action marchande, vous savez que vous le conduisez à l'agence pour l'emploi et à la mission locale dans 95% des cas. C'est su par les professeurs, c'est su par les principaux de collège, c'est su par les proviseurs de lycée, c'est su par les recteurs, c'est su par tout le monde. Simplement, pourquoi on les inscrit là? Parce que ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas de l'industriel. C'est du service, alors il n'y a juste pas d'emploi au bout. J'ai découvert la Seine-Saint-Denis assez récemment. Il manque 2000 places pour les collégiens de 3e en Seine-Saint-Denis, pour les mettre au lycée. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait redoubler 1000 sur leur 3e et on en met 1000 sur des filières tertiaires sans débouché professionnel. Tout le monde le sait. Alors, tout le monde le sait. On ne le dit pas dans les journaux, on ne le dit pas au JT, etc. Mais le système marche sur la tête. Mais ce n'est pas les filières technologiques ou professionnelles qui marchent sur la tête. C'est la façon dont on organise et la façon dont on investit sur ces filières-là. Et c'est la façon, enfin, dont on considère que si on est normalement constitué, on suit une filière générale.
Si on a une petite faiblesse, on passe en techno, et si on a une grosse faiblesse, on passe en professionnel. Et puis vous avez un marqueur social qui est décidé dès la fin du collège. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc arrêtons de dire comment est-ce qu'on peut revaloriser les technologiques ou le professionnel. Tout le monde sait comment le revaloriser. Puis un dernier sujet, c'est qu'il y a certains débouchés professionnels où si on revalorisait les salaires, on pourrait aussi revaloriser les filières. Est-ce que l'apparition d'établissements d'excellence permettrait d'accélérer cette revalorisation dans le professionnel? Tout le monde connaît, en gros, tout le grand public connaît HEC, Sciences Po, etc. On dit, tiens, un lycée professionnel qui est le meilleur dans son domaine, il ne va pas venir à l'esprit. Est-ce que c'est pas ça aussi c'est ce genre de marqueurs sociaux dont les gens ont besoin? Non. Non, je pense que on a un gâchis économique incroyable avec le chômage des jeunes, on a un gâchis économique incroyable avec les défauts de formation qui ont été indiqués par les représentants des entreprises, et c'est pas en ayant un établissement marqueur avec un petit nombre d'élèves ou d'étudiants qu'on va changer la réalité des choses. En revanche, on sait sur une carte scolaire, sans doute à reconfigurer, investir de telle sorte qu'on puisse faire se reconnecter les formations d'un côté, l'emploi de l'autre. Je vais prendre un exemple. Tremblay en France, c'est une ville très riche fiscalement, puisqu'elle est le support foncier de la plateforme de Roissy et d'une partie du parc de Villepinte. À les taux de réussite au brevet des collèges et au baccalauréat parmi les plus faibles de la Seine-Saint-Denis, avec un taux de chômage des jeunes majeur. Et le sujet, c'est que les entreprises sur la plateforme de Roissy n'arrivent pas à trouver des candidats à embaucher pour répondre à leurs besoins. On n'a pas besoin d'un établissement d'excellence, d'élite ou de quoi que ce soit pour faire ça. On a besoin de trouver les pratiques, et on est dans le savoir-être, des pratiques personnelles, des pratiques où on sait se mettre autour d'une table, comprendre les uns et les autres et agir. Mais je ne vois pas du tout que ce soit en ayant tel ou tel établissement qui serait plus connu qu'eux. D'autant plus que à la sortie des filières professionnelles, on connaît aussi les bonnes filières professionnelles. Absolument. Juste un chiffre au niveau des filières technologie. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a des promotions tous les ans de 30 000 ingénieurs? Dans le Shindia, la Chine et l'Inde, il y a des promotions de 500 000 ingénieurs par an. Aujourd'hui, on est dans une guerre des talents. C'est criant, absolument urgent qu'on arrive à développer ces filières technologiques et tout. C'est très clair qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, il faut inverser. Au lieu d'envoyer des gens en Chine et en Inde, on va commencer à se préparer à accueillir des Chinois et des Indiens, si ça continue comme ça. Marc Selam, est-ce que des établissements entièrement privés, c'est-à-dire des entreprises qui ont un objet social d'éducation, doivent pouvoir exister dès les plus jeunes classes? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, qu'il y ait des maternelles complètement privées ou des primaires complètement privées, si la loi le permet, ce que je ne sais pas? Je crois que le sujet existe déjà, puisqu'il existe des établissements privés en maternelle avec un projet pédagogique différent. Et il y en a qui réussissent. Simplement, c'est réservé à une classe sociale particulière, celle qui peut payer. Donc je crois que le vrai débat, c'est... on oublie souvent de préciser que c'est d'abord au départ que ça se joue. Je veux bien qu'on parle de la dévalorisation de l'enseignement technique, mais au départ, les jeunes qui sont dans ces établissements d'enseignement supérieur, dans les établissements d'enseignement technique, à un moment donné, le problème qui se pose à eux, c'est comment faire le pont. Le pont entre le moment où ils ont appris quelque chose sur le plan technologique et au moment où ils commencent à avoir des aspirations pour faire autre chose et pour se développer et pour faire comme les autres. Et là, nous retrouvons à un moment donné notre place dans l'enseignement supérieur privé puisque nous arrivons à faire ce pont. Et là, tout à l'heure, le point qui a été soulevé concernant le fossé entre l'image de l'enseignement technique en France, surtout concernant un certain secteur, c'est qu'on veut trop, parfois, uniquement considérer qu'il y a des secteurs qui ne conviennent qu'à une catégorie sociale de personnes. Et je pense qu'il faut le dire qu'à un moment donné, il y a un problème social. Ce n'est pas réservé à une élite de faire les grandes écoles ou de faire des bacs plus 5. C'est possible. Encore faut-il qu'on puisse, à un moment donné, combler un pont qui est au niveau du savoir-être, du savoir-faire et surtout un problème de personnalité aussi. Lorsqu'on constate, nous, dans la plupart du temps, c'est que lorsque
On a des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui sont chez nous, eh ben, ils s'intègrent très bien et ils réussissent. Ils réussissent, par contre, nous faisons particulièrement un effort particulier qui est de les intégrer autrement. Quand ils ont des problèmes d'argent, on participe à leur financement. On les intègre en tant que tuteurs. Donc tout ceci, c'est des idées, mais quelque part, à petite touche, on arrive à résoudre un problème qui est aujourd'hui de l'enseignement technique. Quant à dire, est-ce qu'on peut, dès le départ, commencer par avoir des établissements d'enseignement privé dans le maternel, ça existe, simplement, je crois que c'est... moi, j'ai des petits-enfants, je vois aujourd'hui le temps que je consacre à mes enfants pour ils sont à la maternelle. Et pourtant, je fais partie des catégories favorisées. Donc ça ne veut pas dire du tout que l'enseignement va mal. Je crois que quelque part, à un moment donné, c'est aussi une autre approche qui doit être donnée, même au niveau de l'enseignement de maternelle, parce qu'il faut voir comment on enseigne aujourd'hui. Je veux bien qu'on dise on enseigne bien, mais dans la réalité, je pense qu'on se décharge trop sur les parents. Je crois que même dès la maternelle, on se décharge trop sur les parents. Et donc là, il y a un retour quelque part à faire, c'est qu'il faut que l'enseignant lui-même apporte aussi son rôle qui est de... Parce que là, il n'y a pas de problème en maternelle, il n'y a pas de problème de cas sociaux. Les jeunes sont là, ils sont tous à égalité. Et voilà. Je m'arrête là parce que ça commence à intervenir. Là, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme... voilà. Mais de toute façon, vous aurez également la parole tout à l'heure. Et s'il y a eu une urgence, n'hésitez pas donc, l'enseignement, à lever la main. Les établissements maternels, bon, c'est le privé, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment je crois que la réponse existe déjà et elle est réservée à tes privilégiés. Donc il faut surtout peut-être payer mieux les profs, payer mieux les enseignants dans ces classes-là. En tout cas, pour l'instant, et puis surtout motiver un peu plus le fait qu'il faut qu'on accepte que dès les classes maternelles aussi on apporte une vraie réponse, parce que je vous assure que les dégâts, parfois, moi en tant que responsable dans l'enseignement, je vois très bien les dégâts qu'on peut causer par la suite. C'est très facile. Hein. En tout cas, effectivement, pour l'instant, ça reste limité. En revanche, il y a quelque chose qui se développe énormément, c'est les cours à domicile. On voit des pubs fleurir dans le métro et le secteur est en plein boom. Mais là, c'est à nouveau des entreprises qui font une part du travail d'éducation. Oui. Est-ce que c'est un effet de mode qui rassure les parents, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est devenu nécessaire face à certaines failles du système éducatif, selon vous? Je crois que là, vous avez la réponse à la première question, c'est que il y a eu de plus en plus, les parents se sont tournés vers le soutien scolaire. Pourquoi? Parce que simplement les parents, eux aussi, ils ont d'autres soucis au quotidien. Et donc si les entreprises de formation, de soutien se développent énormément, il y a eu aussi, à un moment donné, une loi qui a été développée. Il y a eu une ouverture, les lois Borloo, qui est d'aider fiscalement aussi les parents qui investissent dans l'enseignement. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est un début. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a aussi, quelque part, à un moment donné, une reconnaissance, quelque part, qu'il faut faire pour aider ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Ça, par contre, la société doit se préoccuper. Nous, dans le cadre du groupe, nous avons aussi notre rôle à jouer. Tout à l'heure, on parlait des mathématiques et des sciences. Nous créons des clubs pour initier, pour aller... Nous sommes en particulier, nous sommes installés dans le cadre du pôle d'ingénierie. Nous avons un pôle technologique, puisqu'on prépare à des futurs ingénieurs informaticiens dans le cadre d'EPITA, de l'IPSA et l'EPITEC. Nous avons près de 3500 diplômés, près de 3500 étudiants chaque année, avec un nombre important d'emplois au bout. Simplement, nous avons nos propres diplômes, nos jeunes étudiants vont dans les cités et aujourd'hui initient, grâce à des projets, amènent les jeunes à apprendre, à s'intéresser à la science, les aident aux mathématiques. Alors bien sûr, nous avons un rôle qui est d'abord de faire connaître un peu plus cette envie d'apprendre à apprendre les sciences et les maths. Parce que franchement, là, on dit beaucoup qu'il y a un problème d'absence de vocation dans les études scientifiques, mais il y a aussi, il faut revenir au départ. Il faut d'abord, au départ, les bases, au départ, il y en a pas mal qui ont quelques difficultés. Donc, la question du développement important aujourd'hui du soutien scolaire, et surtout, depuis la loi Borloo, aujourd'hui, le fait de prendre fiscalement une déduction de 50%, ça a donné une bouffée d'oxygène pour que les parents puissent aller plus librement encore pour aider leurs enfants. Ceci étant, il reste le problème des défavorisés qui, eux, même si avec 50%, ils ne peuvent pas payer.
Merci. Alors très souvent, le premier contact direct et le plus fort avec l'entreprise, ça reste le stage. Il y a eu pas mal de polémiques récemment sur les stages à répétition, l'utilisation des stagiaires dans l'entreprise. Mais pour beaucoup, c'est quand même le premier pas et un premier pas important, et sans doute pour les deux, pour l'entreprise qui apprend à découvrir éventuellement un futur employé et pour le jeune qui vient s'y former, peut-être trouver son prochain recruteur. Je crois que vous avez une question sur les stages. Bonjour, donc Anne-Céline Julien de l'ISG en deuxième année. Donc, on voudrait vous poser une question. C'est quelle importance respective accordez-vous aux stages et formations? En l'espèce, privilégiez-vous plutôt les spécialistes purs ou les recrues polyvalentes? Alors, la question... Il y a plusieurs questions en une, mais je vais essayer de faire une réponse. Alors on privilégie, d'après, vous commencez à le comprendre depuis le débat, depuis le début du débat, la formation généraliste. Et quand on parle de formation généraliste, ça n'est pas que la formation donnée par les écoles. C'est surtout la formation que la personne se donne. C'est quand même une nuance importante. Donc à vous de compléter votre formation si elle n'est pas décernée par l'école. Après, deuxième question, le stage, comme vous l'avez dit, c'est quand même effectivement le sas qui permet, surtout en France, puisque le trou est énorme entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, d'atterrir pour l'étudiant vers le monde de l'entreprise. Donc, c'est amusant qu'on le dénigre en France. C'est bien parce que, finalement, de manière consciente ou inconsciente, que ce soit les différents acteurs ou les médias, finalement, se plaisent à entretenir cette différence. Donc, tout ce qui est jeter un pont entre les deux, finalement, est suspect. Et le fait même que les stages, c'est une exploitation, etc., c'est un débat en France. Vous ne pouvez pas avoir ce type de débat ailleurs. Alors, qu'il y ait quelques excès, on va parler oui, surtout certains secteurs. Oui, bon, ok. Peut-être qu'il y a 3-4%, mais ce n'est pas 90%. La proportion est juste l'inverse. À 90-95%, un stage se passe bien, et pour le collaborateur, et puis pour l'entreprise. Alors évidemment, on peut parler des trains qui n'arrivent pas. Effectivement, il y a des erreurs. Mais capitaliser sur ces erreurs et en faire une généralité, on dirait que ça intéresse tout le monde. Mais en réponse, le stage en France en particulier est la plupart du temps la meilleure porte pour comprendre l'entreprise, pour les étudiants et pour l'entreprise, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a aussi cet impact, c'est de dire, on va regarder parmi les étudiants, puisque ce n'est pas avec le CV qu'on va le faire, ce n'est pas en écrivant maîtrise de ceci, cela, qu'on va savoir si la personne sera capable de faire, puisqu'il n'aura pas appris les autres aspects lors de sa formation, on va le voir à l'œuvre. C'est le meilleur exercice de simulation et c'est à mon avis le système le plus juste. Je crois que sur la question du stage, il faut en effet inverser un petit peu la logique. Très globalement, je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas pour l'enseignement supérieur, mais là je commence au bac, et peut-être à partir de la seconde, il y a quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille les uns et les autres, c'est des partenariats entre le système éducatif et le système et les entreprises. Et les stages sont un bon exemple. Là où ça devient casse-figure, c'est quand chacun reste dans son coin et que le stage est considéré comme un moment est considéré par les écoles comme un moment obligatoire où il faut bien qu'ils aillent jeter un peu leur gourme dans leur entreprise. Et puis les entreprises considèrent que ah bah tiens, il est temps quand même qu'ils viennent voir la vie réelle et qu'ils sortent un petit peu de leur cocon. Tant qu'on reste dans cette opposition, c'est quelque chose qui fait que ça ne peut pas marcher. À l'inverse, là où ça marche bien, alors évidemment, il faut du temps, il faut de l'énergie, c'est quand les deux systèmes travaillent ensemble. Et je crois que ça, c'est un point très fort et sur lequel il faut qu'on se dépêche de nous améliorer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on travaille en partenariat. Et il ne faut pas non plus qu'on vive ce partenariat comme une aliénation d'un système à l'autre. On dit très souvent, et encore y compris dans l'enseignement supérieur, il y a cette hantise que le grand capital prenne le contrôle sur les intellectuels. Ça ne marche pas comme ça. Et si on regarde les modèles étrangers qui fonctionnent, on voit bien que l'école reste école, garde son identité, que l'entreprise reste entreprise et garde son identité. Mais ça choque personne quand il y a des alliances entre entreprises. Il faut qu'il y ait également des alliances entre le système éducatif et le système économique. Et je pense que les stages sont un bon exemple
de ce type de partenariat, encore une fois, à condition que chacun y investisse suffisamment de temps. Il y a des stages, disons, en formule améliorée. On voit des stages de plus en plus longs. On voit des chaires apparaître. Est-ce qu'il n'y a quand même pas le risque de se faire, entre guillemets, mettre le grappin dessus, parce qu'il y a quand même des étudiants qui sont recherchés assez tôt dans son parcours universitaire et qui finalement, on voit son choix un petit peu réduit par la bonne action des DRH? Oui, il faut être... allez, on va être un peu brutal. Bien sûr qu'il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Mais dès que vous faites un partenariat, dès que vous faites une alliance, dès que vous faites un mariage, il y a toujours le risque qu'il y en ait un des deux qui mange l'autre. C'est évident. Dès que vous mettez deux institutions, deux personnes ensemble, ce n'est pas nécessairement équilibré sur le très long terme. Mais c'est à chacun des deux parties à s'en occuper. Oui, il faut beaucoup de temps. Et donc, je reprends ce que je disais il y a 2 minutes. Il faut que l'école n'ait pas peur du système de l'entreprise. Je veux dire, on a l'école depuis, encore une fois, je ne parle pas que des grandes écoles, hein, tout le système éducatif, on a une légitimité. En France, encore plus, parce que l'école est quelque chose de fondamental pour le citoyen français. On a une légitimité dans tout le système. Le monde économique a évidemment sa légitimité, ce n'est pas la peine de développer là-dessus. Eh bien, associons nos deux légitimités pour faire quelque chose. Et si vous regardez ce qui se passe à l'étranger, alors laissez-moi vous dire que, alors là je reviens à l'enseignement supérieur et je reviens à la gestion, si vous regardez les chaires, notamment aux États-Unis, je vous garantis qu'il n'y a aucune aliénation du prof de Harvard qui a une chaire par rapport à l'entreprise qui lui donne cette chaire. C'est un vrai partenariat. Alors c'est un débat ou une dialectique de tous les matins pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui mange l'autre. Mais ça joue dans les deux sens. Là-dessus, je ne crois pas qu'il faille avoir peur. Richard Descoings. C'est vraiment une question de riche. C'est vrai. Pardonnez-moi, mais je suis stupéfait. On a un chômage des jeunes qui est de 20%. Sur certains territoires, il est de 40%. Et vous osez dire tranquillement, voilà, une entreprise qui me propose un stage et peut-être derrière un emploi, c'est le danger qu'on me mette le grappin dessus. Excusez-moi, mais à Bondy, à Clichy-sous-Bois, tous ces territoires, on aimerait que les entreprises soient là. Donc, il faut revenir à des choses sérieuses. Là, la question était sur le périmètre des grandes écoles, bien sûr. Mais pardonnez-moi, on s'en fout. Si, mais je vous en prie, on s'en fout. Je dis devant Bernard, pour les élèves de Sciences Po comme pour les élèves d'HEC, le sujet n'est pas de savoir si les petits chéris, on va leur mettre le grappin dessus ou pas. Qu'ils se démerdent. Qu'ils se démerdent. Le problème, il est des 150 000 jeunes qui sortent sans certification, 150 000 jeunes sur 800 000. Hein, on dit toujours 150 000 sont rapportés à l'assiette. On fait 800 000 enfants chaque année en France en ce moment. 20 ans plus tard, 150 000 qui sortent sans diplôme. C'est ceux-là qui posent le sujet. Alors, pardonnez-moi, les angoisses des élèves des grandes écoles pour savoir si les entreprises, en leur proposant de l'emploi, ne vont pas prédéterminer leur choix, ça n'intéresse juste pas la nation. Je peux rebondir sur la colère de Richard, parce que je la partage, mais peut-être moins. J'extériorise moins, mais en tout cas, c'est vrai qu'inversement, les écoles, les entreprises ne sont pas à regarder seulement du côté des grandes écoles. Hein, donc, je vous ai donné le témoignage de ce qu'on a fait pour les zones sensibles. Donc, il faut savoir que l'entreprise, et parce qu'elle a une dimension citoyenne, et parce que son recrutement se fait sur un panel très très large, parce qu'il y a plein de métiers, on parle du chômage, il y a plein de métiers qu'on ne trouve pas quand même preneurs, et des métiers qui sont des métiers accessibles à tout niveau de formation. Tout ce qui est en relation avec le client, c'est un autre problème français, c'est que tout ce qui touche au client, que ce soit commercial ou autre, c'est pas valorisé. Hein, donc par le système d'éducation, par les médias, c'est pas valorisé. Donc on se retrouve avec un nombre de postes à pourvoir absolument hallucinant, même sur des métiers qui sont accessibles à des gens qui n'ont pas une énorme formation. Donc nous, entreprises, qui avons des besoins de ce côté-là, et qui cherchons des talents et pas des diplômes, il faut savoir qu'on multiplie les initiatives, c'est pas que par mécénat, on multiplie les initiatives pour aller chercher ces gens dont parle Richard, qui sont le vrai problème, je partage, parce que l'élite qui a des états d'âme, effectivement, elle va se débrouiller toute seule, je suis assez d'accord. Voilà, on va passer aux questions de la salle. Monsieur, vous avez été le plus rapide. Oui, je voudrais poser une question aux responsables d'entreprise ici.
ils disent qu'il y a une sorte de rupture entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Comment se fait-il que le monde des entreprises en France, en particulier après ce qui s'est passé au moment du CPE, n'ait pas lancé une espèce de, j'allais dire, de campagne d'explication, de promotion d'un certain nombre de valeurs dans lesquelles il croit, compte tenu de l'espèce de fossé ahurissant qui existe dans notre pays entre un certain nombre de gens qui voient bien ce qui se passe dans le monde, la mondialisation, etc., et puis une espèce d'explication absolument extravagante de ce qui se déroule dans notre pays. Alors, il y a un problème de dialogue majeur. Comment se fait-il qu'il n'existe pas? Deuxième chose, c'est sur les problèmes, faut-il de l'argent ou faut-il de l'organisation? Moi, je suis très frappé de voir que le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur en France, quand on regarde la géographie de ce monde, n'a pratiquement pas changé depuis 40 ans. Comme l'a dit Richard Descoings, on a vu des IUT, qui est quelque chose de remarquable qui est sorti. Pour le reste, nos entreprises se sont regroupées, redistribuées, redéployées. En France, pour ne prendre que votre exemple, M. Ramanantsoa, vous avez tout le réseau des écoles de commerce, chambres de commerce, vous avez HEC, vous avez ESSEC, vous avez l'INSEAD. Ça n'a aucune visibilité à l'étranger. Ce sont des systèmes qui sont de remarquable qualité, chacun pris individuellement. Ce sont des systèmes qui proposent encore beaucoup trop de passerelles entre eux et de flexibilité. Comment peut-on faire pour sortir de ce cercle vicieux et pourquoi ne peut-on pas prendre des initiatives à l'intérieur du système? Moi, je vois ce qu'a fait Sciences Po depuis quelques années. On bouge, on ouvre de nouvelles formations, on crée de nouveaux exemples. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans nos écoles de commerce, on n'a pas regroupé deux ou trois écoles de commerce pour faire 2 ou 3 grands pôles français au lieu d'avoir une dispersion complète? Même chose dans nos écoles d'ingénieurs. On a l'impression qu'il y a une espèce de stabilité ou de fixité dans le système, alors que toute personne qui veut prendre l'initiative, en réalité, peut la prendre et se dire, moi, je bouge, je crée une nouvelle formation, d'une certaine manière, qui même me suivent. Et comme on l'a dit, les entreprises sont très souvent disponibles pour mettre des fonds importants dans des opérations nouvelles, sans pour autant mettre sous influence ces nouvelles formations. Je trouve que le thème de créons de nouvelles choses sans attendre que la loi ait tout bougé me paraît aujourd'hui la seule solution en France pour sortir de cette espèce de blocage dans lequel nous sommes. On a besoin de nouvelles formations, on a besoin de nouveaux établissements qui colleront des virus de compétition aux autres et qui feront bouger le système. Je crois que c'est ça la même chose. Et pourquoi ne le fait-on pas davantage? Ouais, 2 questions. Je vais apprendre la première. Je vais laisser Bernard ou Richard répondre à la deuxième. Donc la première question, on s'est posé la question il y a 1 an au moment ce qu'on appelle les émeutes, c'est un peu exagéré, mais en tout cas au moment où ça a bougé pas mal, on s'est dit il y a 2 manières de faire. Soit on tire sur l'ambulance côté entreprise en disant bah voyez c'est le bordel, il faut qu'on prenne les choses en main, le gouvernement ça va pas, etc., etc. Puis on peut surfer sur la vague de ce côté-là. Soit on est responsable, on se dit là il y a quand même urgence à faire attention. Et finalement on a choisi la deuxième chose, c'est de dire il vaut mieux quelque part rebondir sur cet événement pour accélérer les choses et les partenariats. Il faut savoir quand même que le monde politique n'est pas aussi noir qu'on veut bien le dire. Il y a quand même beaucoup et de ministres et à tous les niveaux, que ce soit dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui prennent beaucoup d'initiatives positives. Et donc on a préféré se dire, bon, c'est le moment d'accélérer les initiatives positives plutôt que de se lamenter sur ce qui s'est passé. Donc on a choisi la manière soft, moins spectaculaire, pour prendre le micro et puis dire, et pour en rajouter encore. Donc voilà je voulais répondre comme ça pour la première partie de la question. Et la seconde, elle est plus pour ou Bernard Ramanantsoa ou Richard Descoings. Vous souhaitez aussi répondre sur cette première question sur le CPE. La première inspire beaucoup. La première. Moi, je vais vous dire, l'histoire du CPE. Voilà. Premier point, je pense qu'il y a un problème de communication colossal. Moi, j'étais DRH de Thomson Multimédia, c'est exactement la même chose. Quand on est arrivé, tous les salariés étaient dans la rue parce que quelqu'un a dit que cette boîte ne valait qu'un franc symbolique, ce qui était absolument faux.
Okay, donc un énorme problème de communication sur cette affaire. Le deuxième point, mon boulot de base, c'est le droit du travail. Je peux vous dire, c'est un faux problème. C'est vraiment un faux problème. En termes juridiques, vous demandez à tous les avocats, ils vous diront la même chose. Autant le CNE, c'est très bien pour le monde des petites entreprises artisanat, parce que c'est là où il y a de la richesse. Ça, je pense que vraiment, c'est bien. Le CPE, vous savez, vous êtes en contrat à durée indéterminée. Si vous avez le courage de dire les choses aux gens, si ça ne va pas, hein, eh bien, vous pouvez très bien faire partir les gens sans des rigidités forcément extrêmes. Donc voilà, moi, c'est simplement la réponse que je voulais dire sur le CPE. Je pense qu'en termes purement de droit du travail, c'est un faux problème et je le maintiens. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dedans. Et dernier point, je ne suis pas sûr qu'il fasse une réponse d'entreprise collective sur ce genre de problème. Moi, j'en ai été navré de voir ça et je ne comprends pas qu'on puisse se mettre à dos, ce n'est pas de la démagogie, mais une jeunesse, j'ai des enfants aussi. Je vois bien que quand ils veulent se prendre un appartement, c'est toujours, il ne faut pas déterrer le certificat de la grand-mère, hein, pour essayer de prouver que et remonter à je ne sais pas combien, c'est aberrant. Aberrant. Donc moi je pense que c'est un faux problème, premier point. Et deuxième point, je rebondis aussi sur les stages de tout à l'heure. Je crois que les stages, vous avez parfaitement raison. De toute façon, c'est même pas la peine d'en débattre. C'est une donnée et c'est très bien. À nous, simplement, dans les entreprises, de ne pas en profiter pour les faire durer, ce que disait M. Roussel tout à l'heure. À nous de ne pas précariser les choses et à nous d'avoir le courage de proposer des CDI. Moi, je peux vous dire, chez Altran, toute personne qui rentre, elle a un contrat à durée indéterminée. Et s'il y a un problème, eh ben, au moins qu'on ait le courage de le rompre et puis c'est tout. Mais ne créons pas de faux problèmes. D'ailleurs, de mémoire, le MEDEF, qui représente certaines entreprises, n'avait pas été d'une grande aide au gouvernement sur la question du CPE. Ils avaient été assez tièdes par rapport à ça. Richard Descoings, sur la première question. Moi, je pense que le CPE a été une chance historique. Pour une première raison, c'est qu'on peut espérer que les gouvernements à venir, quelle que soit leur majorité parlementaire et quel que soit leur programme politique, ne prendront plus aussi facilement le risque d'une mesure qui n'intéressait absolument pas les entreprises. Moi, je suis patron d'une PME, j'ai 700 salariés. Je peux dire que licencier à moins de 26 ans, c'est sans doute la chose la plus facile. C'est pas d'ancienneté et un petit salaire. Même si je vais devant les prud'hommes, j'y arrive. Et en plus, les gars, ils se recasent. Donc, c'est outre qu'en matière de droit du travail, ce n'était pas un sujet, ce n'est pas non plus un sujet de le faire. Donc, c'est une chance historique de dire, la prochaine fois qu'on voudra toucher au Code du travail, on ira peut-être demander aux entreprises ce qu'elles en pensent avant plutôt qu'après. Si le MEDEF est venu mollement au soutien du CPE, c'est parce qu'il n'avait juste pas été consulté avant. Deuxième chance historique. Les organisations syndicales étudiantes ont pris conscience, grâce aux manifestations sur le CPE, que les étudiants s'intéressent au lien entre la formation qu'ils reçoivent à l'université et l'accès au marché du travail. C'est la première fois dans l'histoire des manifestations d'étudiants en France que ce qui est revendiqué par les étudiants face à des organisations syndicales qui n'avaient pas l'habitude de ça, c'est quel est notre avenir au moment de l'entrée dans la vie professionnelle et principalement dans les entreprises. Le système qui existait jusqu'à présent, et ce pourquoi on manifestait, c'est que tout étudiant de première année de licence avait un droit acquis à être en thèse et à sortir avec un doctorat. Le CPE, on a eu jusqu'à 3 millions de jeunes gens qui ont dit qu'est-ce qui va se passer au moment où on va entrer sur le marché du travail pour aller dans l'entreprise. Et si vous regardez les prises de position des organisations syndicales d'étudiants pendant le CPE et depuis le CPE, il y a une vraie rupture par rapport à la ligne doctrinale précédente. Et donc ça, je pense que ça ouvre, je suis extrêmement optimiste là-dessus, que ça ouvre à partir de juin 2007, si un gouvernement le souhaite, une capacité comme jamais aucun gouvernement n'en avait eu jusqu'à présent, de remettre les choses à plat pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et notamment pour les universités, parce que les étudiants demandent qu'on se préoccupe de leur avenir professionnel. Et ça, je trouve ça fantastique. Et donc il me semble, pour répondre à cette première question, c'est à ce moment-là
que les entreprises devront accompagner et à bas bruit le mouvement. Pardonnez-moi, mais il y a eu de précédents présidents du MEDEF qui s'exprimaient de telle façon qu'on était sûr de ne pas pouvoir progresser dans la relation globalement entre les étudiants universitaires et les représentants des entreprises. Je pense que Laurence Parisot a compris que ce n'était pas comme ça qu'on réconcilierait les entreprises avec la majorité de l'opinion publique. Sur la deuxième question, deuxième partie de la question, pardon, juste avant de rendre la parole à nouveau à la salle, est-ce qu'effectivement le fait que les établissements certains établissements deviennent concurrents ou que certaines filières deviennent concurrentes à tous les niveaux pour recruter, fait qu'on a du mal à jouer collectif? Bon, alors, plusieurs choses par rapport à ce que vous avez dit. Alors, ne m'en veuillez pas, mais en gros, pour la simplicité de ma démonstration, je vais être contre tous les points que vous avez évoqués, mais c'est pour le plaisir de la discussion. Commençons quand même par la très bonne nouvelle, c'est-à-dire que votre question est une bonne nouvelle en soi, c'est-à-dire qu'on a cette prise de conscience qu'on est dans une concurrence internationale et dans une concurrence mondiale. C'est tout le fond de votre question et ça c'est bien. Après, sur les solutions que vous sous-entendez. Il y a une première chose d'ailleurs, vous dites ça ne bouge pas. Alors c'est toujours pareil, ça ne bouge pas assez, ou pas assez vite. Mais en 10 ans, si vous regardez ce qu'on fait, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire les écoles de gestion. Si vous regardez ce qui a été fait, je me permettrai de mettre Sciences Po dedans d'ailleurs, mais enfin, voilà. Mais si vous regardez les progrès qui ont été faits, et notamment dans la concurrence mondiale, qui il y a 10 ans aurait pensé que dans un classement du Financial Times, qui comme vous le savez n'est pas de nationalité française, il y aurait autant d'écoles françaises qui seraient classées? Je vous invite à acheter le même Financial Times lundi prochain. Vous verrez où est classée une école comme HEC dans le secteur de la formation continue, sur ce qui s'appelle un Executive MBA. Qui, il y a 10 ans, aurait pensé, il y a embargo, je ne peux pas vous dire quelle classe on fera, mais je vous invite à l'acheter, on est dans les tout premiers. Et donc, qui aurait pensé ça il y a 10 ans? Qui aurait pensé, je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire HEC, qui aurait pensé qu'en 8 ans, on multiplierait par 7 notre chiffre d'affaires en formation continue? C'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire un partenariat très fort avec les entreprises. Donc c'est vrai qu'on ne bouge pas assez, c'est vrai qu'on ne bouge pas assez vite, mais c'est faux de penser que, justement, mais alors on n'a que la moitié du mérite, la première moitié du mérite, c'est le système concurrentiel qui nous y pousse. Après, dans ce que vous dites, il y a aussi un autre phénomène qu'il faut prendre en compte. Les universités et les grandes écoles ont été, depuis de nombreuses années, considérées comme des outils d'aménagement du territoire. Chaque région veut ses universités, chaque chambre de commerce veut ses écoles, et donc c'est un outil d'aménagement du territoire. Ça, c'est un vrai choix politique. C'est vrai que ça peut être considéré comme un outil d'aménagement du territoire. Ce n'est pas toujours compatible, pour ne pas dire très rarement compatible, avec le fait d'en faire des outils de compétitivité. Et dernier point qui est un peu plus technique par rapport à votre recommandation. Le critère, ce n'est pas le volume, contrairement à ce que suppose votre... Ce n'est pas le volume d'étudiants, contrairement à ce que suppose votre question, ou sous-entend votre question. Harvard Business School, comme je vous dis, c'est des promos de 800, il y a 2 promos de MBA, 1600, 212 profs. C'est ça le ratio qui compte. L'INSEAD, qui est tout seul et qui est en France, c'est un MBA d'1 an, 850 étudiants, 150 profs. C'est le ratio prof, il y a 2 critères qui comptent dans la compétitivité mondiale, c'est le ratio prof-élève, et c'est la puissance de feu en termes de recherche, c'est-à-dire la taille du corps professoral. Alors, vous n'êtes pas le premier à me dire, mais pourquoi vous ne fusionnez pas, ou pourquoi on ne fusionne pas HEC, l'ESSEC et le SCP? Et puis on l'appellerait Paris Business School. Oui, si on fait ça, et pourquoi pas, ça veut dire qu'on additionne les corps professoraux, mais qu'on n'augmente pas la taille des promos d'étudiants. C'est-à-dire qu'on n'additionne pas arithmétiquement. Or, je ne sais pas si c'est votre cas, monsieur, mais dans 90 fois sur 100, quand on pose la question, dans la tête des gens qui me la posent, c'est on garde le même volume d'étudiants et on pourrait sûrement faire des économies sur le corps professoral. Et là encore, ce serait une erreur stratégique grave. Autrement dit, si on fusionne, alors on fusionne les corps professoraux. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder individuellement tous les individus. Mais en termes de taille, il faut fusionner les corps professoraux
et n'avoir plus qu'une promo, une seule, la taille par exemple de la promo de l'ESSEC ou de la taille de la promo d'HEC. Et là, on redeviendra compétitif. Évidemment, le local va faire la gueule. C'est-à-dire que les entreprises qui sont, pour l'instant, essentiellement françaises par rapport à tout ça, si demain on leur dit, allez, il va y avoir 3 fois moins de gens sortant des écoles parisiennes, et vous connaissez le grand théorème en économie, hein, tout ce qui est rare est cher, là, elles vont quand même commencer à faire la tête. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'arithmétique, si vous me permettez la formule. Par contre, ce qu'il serait très utile de faire, et là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi à Saclay, on n'y arrive pas, c'est probablement de faire travailler ensemble à la fois des écoles de gestion, des écoles d'ingénieurs, je vise Polytechnique, mais aussi Supélec et autres, des universités. Là, on ne l'a pas fait exprès, mais sur le plateau de Saclay, tout le monde est là, personne n'est réellement concurrent. Ce n'est pas des additions, primaires, on garderait les mêmes ratios dans chacune des disciplines, et ça aussi, je pense que c'est un point important. Donc voilà, c'est plutôt ça, j'étais un peu long, mais c'est un sujet qui moi, m'intéresse, même si, évidemment... Vous êtes en train de nous dire quand même que le nombre de profs est important, c'est exactement ce qu'on entend, vous parliez d'Harvard, c'est exactement ce qu'on entend pour les ZEP. Il va falloir que l'éducation nationale recrute, puisque en baissant le nombre d'élèves par classe, c'est également un des moyens forts qu'on a envie de mettre en œuvre pour permettre la réussite. Voilà, il va y avoir du boulot chez les profs. Oui, monsieur. Bonjour, j'ai le micro, je vais le garder pendant juste quelques instants. Je m'appelle Pierre Cohen-Tanuji, mon métier c'est de travailler sur les relations interpersonnelles dans les entreprises. Donc ma question s'adresse, je dirais, en priorité au DRH, mais aussi, bien sûr, aux patrons d'enseignement supérieur qui forment des futurs dirigeants, des futurs managers. Monsieur Allenbeek, vous nous avez dit les organisations sont orphelines de sens. Oui. Et puis on a beaucoup parlé de ce que le système d'enseignement peut faire pour mieux préparer ou préparer plus de gens à la vie de l'entreprise. Ma question c'est, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, en fait ils sont dans un système où la règle du jeu c'est faire plus avec moins, c'est travailler sous la pression, et puis c'est le système. Et donc qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises pour faire en sorte que ce sens dont ils ont été porteurs éventuellement à l'arrivée, eh bien l'entreprise le fasse émerger, fructifier, et que donc dans l'entreprise, on ait effectivement un sens à venir tous les matins. La question, elle est difficile parce que je n'ai pas une réponse toute faite. Je pense que c'est vraiment des actions très concrètes et en douceur. Je prends Altran, par exemple. Altran, c'est des gens haut en couleur, si je puis dire. C'est du bac+5, c'est des gens qui ont plein d'initiatives, et c'est beaucoup une culture de l'avoir. Donc la méthode est toute simple. Moi, je commence simplement par m'occuper des dirigeants qui sont patrons de leur petite entreprise. C'est très balkanisé. Je suis désolé de rentrer sur Altran, là, mais il y a 150 sociétés et c'est « tu seras patron, mon fils ». Donc mon conseil d'administration, mon machin, mon truc, etc. Donc tout le travail que j'essaie de faire, le poisson pourri par la tête, on le sait bien, le proverbe est bien connu. Donc j'essaie de monter tout doucement une université pour les dirigeants. Et j'ai créé un système qui s'appelle Radio Dolphin. Pourquoi Dolphin? La stratégie du dauphin, vous savez, qui rebondit toujours sur la deuxième vague. Et j'ai essayé tout doucement d'ouvrir l'état d'esprit. C'est très très difficile à faire, surtout qu'on a un ADN aussi profond qu'Altran, très très sur l'avoir. Et donc il y a des émissions qui sont sorties, qui étaient sur Internet, etc. Donc ça a été pourquoi on fait de l'actionnariat, pourquoi il faut faire de l'actionnariat des salariés. Quels sont les modes d'organisation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de travailler au forfait plutôt qu'en assistance technique, des choses comme ça. Ça a eu un succès très mitigé, mais c'est pas grave, ça va être la base de mon Académie de l'audace que je voudrais bien créer l'année prochaine, si j'ai les sous, c'est toujours la même chose, mais pour ouvrir tout doucement. Donc ça, c'est le premier point. Au niveau des consultants, qui sont quand même 13 000 chez nous, dont on ne s'occupe pas vraiment beaucoup, sincèrement, eh bien, on lance tout doucement des outils. Premier point, on est en train de, c'est bête à en pleurer, mais c'est du basique, on est en train de lancer une agence de mobilité pour essayer de faire une coopération, essayer de faire bouger les gens entre les sociétés à l'international. Ça s'appelle Move Altran, et j'espère en faire une agence à l'anglaise, c'est-à-dire que demain, on a besoin de 6 000 consultants. J'essaie simplement de faire que, avant d'aller chercher à l'extérieur, on regarde en interne. Donc c'est du très concret, c'est très difficile, ça apprend la coopération. J'ai un deuxième système, pour vous dire très concret, qui s'appelle Educaltran. On vend plein de formations à l'extérieur aux clients. La formation est tabou, quelque part, parce qu'il faut être chez le client. Eh bien voilà, les formations sont mises sur Internet maintenant, sur notre intranet direct, et les gens vont pouvoir accéder à la formation tout doucement, pré-market. Cette idée de formation, ce n'est pas parce que vos consultants vont se former que vous allez perdre de l'argent. C'est aussi bête que ça.
Et le troisième point, c'est Dev Altran, développement Altran. C'est-à-dire, je pense qu'il faut arrêter de surfer sur la vague. Et la question qu'on pose à tous les consultants à titre de volontaire, comme leur patron, business manager, c'est si vous êtes d'accord, on vous met l'espace, on vous met les outils, et essayez de réfléchir, vous seriez heureux professionnellement dans 5 ans, si quoi? Ben, je peux vous dire, c'est une révolution. Quand je pose cette question aux gens, ils ne me répondent pas. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on est en train de mettre, des outils, pour essayer de regarder comment je peux bâtir mon projet professionnel. Plus je serai clair sur ce que je veux faire, meilleur je serai chez le client et mieux je serai rayonné sur mes troupes. Voilà ce que je peux répondre concrètement. Alors, je voudrais compléter par ce que posait la question du sens et comment reconnaître en fait le prolongement du côté citoyen une fois que le collaborateur est en entreprise, que ce ne soit pas deux mondes différents. C'est aussi ça qui est dans votre question. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples de ce qu'on fait pour reconnaître ça. Parce que c'est vrai qu'on demande de plus en plus aux collaborateurs, donc il faut qu'à côté, ils puissent respirer en tant que citoyens. Donc on a pris quelques initiatives de manière très simple. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait qu'on puisse parrainer des jeunes des quartiers sensibles pour les faire grimper, c'est une reconnaissance. La deuxième chose, c'est on est prêt à accorder du temps à des personnes qui s'investissent dans des associations. Ça s'appelle le statut du collaborateur citoyen qu'on a signé avec nos partenaires sociaux. Ou quand c'est évidemment l'association, on ne peut pas faire toutes les associations, on a choisi l'enfance en détresse et le handicap, qui sont les points où finalement SFR s'investit le plus. Eh bien, ces personnes qui s'investissent dans ce type d'association, on abonde en jours de RTT, c'est-à-dire, pour donner un ordre d'idée, celles qui veulent consacrer 15 jours dessus, ils en prennent 11 jours sur leur RTT, nous on donne 4, et on autorise une absence sur les 6 premiers jours. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais voilà un autre exemple. Et pour aider aussi à cette citoyenneté, eh bien, on leur propose aussi, on a une association qui s'appelle le Fonds de soutien, qui participe à la fondation d'SFR, où des personnes qui aident dans ces secteurs-là arrivent avec leur association, la défendent, et puis on en aide financièrement à peu près 25-30 par an. Donc il y en a comme ça 4-5 exemples. Et un autre exemple, c'est sur les congés solidaires. On aide aussi en formation, dans le cadre du DIF, les personnes qui veulent partir pour les congés solidaires, on le paye, et là aussi on donne des facilités. Donc, bon voilà, c'est des exemples, d'autres entreprises font d'autres choses, mais c'est vrai que derrière votre question, il y a la reconnaissance du citoyen au-delà de sa vie en dehors de l'entreprise. Un rebond de Hervé Anbic. Pardon, juste pour continuer, M. Roussel me donne la possibilité de le dire, je crois que c'est un point très important, et là aussi c'est quelque chose, donc je dis M. Roussel me permet d'en parler, parce que là aussi il y a un outil de partenariat. On est en train on va lancer au mois de mars avec SFR un projet pour former des jeunes entrepreneurs qui ont créé leur boîte il y a quelques années, c'est les lauréats de Talents des Cités. On a décidé avec SFR de les aider après 2-3 ans de création de leur boîte, de façon à les former pour la deuxième phase, qui est la phase de vrai décollage de leur entreprise. Et vous voyez que là aussi, c'est un problème de partenariat, j'allais presque dire à 3, avec eux, créateurs d'entreprises, ayant déjà survécu pendant 2-3 ans, ce qui est déjà un grand stade, c'est-à-dire ayant passé la première phase de haute mortalité, avec les gens de SFR qui vont à la fois leur apporter des techniques, comment piloter un stand, comment faire certaines approches commerciales, et puis avec les profs d'HEC, et les profs d'HEC qui seront accompagnés par des élèves d'HEC. Et donc vous voyez votre question sur le sens, là aussi je crois que c'est un exemple, hein, ça n'a pas valeur de... Enfin, voilà, ça n'est qu'un exemple, mais je crois que c'est un exemple sur à la fois l'importance de donner du sens et puis l'importance en même temps du partenariat entre différents acteurs qui ne se posent pas la question de la rivalité. C'est-à-dire, je pense, important. Et ça concernera quand même 150-160 personnes, ce qui est quand même... Enfin, je veux dire, c'est un exemple, mais ce n'est pas non plus subcritique, quoi. Voilà. Une dernière question, parce que malheureusement, l'heure tourne, monsieur. Oui, non. Moi, ce que je voudrais simplement signaler, c'est que c'est vrai que le thème, c'est éducation et entreprise. Et vous avez bien sûr souligné à plusieurs reprises, évoqué l'université. Mais un peu comme disait tout à l'heure Richard Descoings, c'est-à-dire que beaucoup de Français se foutent complètement de savoir si à la sortie des grandes écoles, il y ait une, comment dirais-je, une dépendance ou une moins grande dépendance des filières avec les entreprises. Moi, je voudrais quand même signaler qu'autour de la table, là, il y a quand même des, comment dirais-je,
des conférenciers particulièrement privilégiés. C'est-à-dire que vous êtes à la tête de grandes écoles de commerce, ou Sciences Po, ce n'est pas tout à fait une école de commerce, mais quand même une grande école. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 30 000 ingénieurs qui sortent des grandes écoles, et moi je crois que le problème de la liaison entre l'éducation et l'entreprise touche manifestement, prioritairement, l'université. C'est-à-dire que c'est véritablement les liens qu'il peut y avoir entre les DESS, enfin les troisièmes cycles et les entreprises, qui, à mon avis, il faut complètement revitaminer, développer et peut-être en faire aussi une préoccupation, je dirais, dans le cadre des programmes présidentiels, parce que c'est ça qui est en panne en France, moi, me semble-t-il. Et puis le deuxième point, je reviens sur ce que disait Richard Descoings tout à l'heure, lorsqu'on dit, au fond, ce n'est pas simplement un problème d'organisation, c'est aussi un problème de moyens. Et qu'à ce moment-là, on voit très bien les services publics qui manquent de moyens, et l'université en fait partie, mais on a du mal à désigner ceux qui n'en font pas encore partie, enfin ceux qui sont un petit peu je veux dire, en abondance, mais en tout cas qui ont des moyens supplémentaires par rapport à ce qu'ils devraient avoir. Moi, je voudrais qu'on désigne véritablement ces services publics. Pour l'instant, on a le plus grand mal à le faire. Alors par contre, à l'intérieur de l'éducation, il faut quand même reconnaître qu'il y a une vraie contradiction. C'est-à-dire que moi, je connais mieux le système de santé. Il se trouve que le système de santé, comme vous le savez, les dépenses croissent d'année en année et on n'arrive pas à les maîtriser. Mais au fond, il y a quand même une certaine logique. C'est-à-dire que plus les dépenses croissent, ils croissent aussi en fonction des besoins de la population, du vieillissement de la santé, etc. Donc il y a une espèce de corrélation naturelle. Lorsqu'on regarde quand même l'enseignement secondaire, on constate que les dépenses n'ont fait que croître depuis cette dernière décennie et même avant, et qu'au même moment, il y a quand même un nombre d'élèves de moins en moins important. C'est-à-dire qu'il y a là une évolution en ciseaux qui fait que légitimement, en tant que contribuables et citoyens, on est en droit de se demander s'il n'y a pas lieu peut-être de réaffecter, ce qui a eu l'air tout à l'heure un petit peu de vous étonner, de réaffecter une partie des dépenses, et je suis bien d'accord, c'est pas moi qui dirais qu'il ne faut pas développer pour les banlieues, etc., une prise en charge beaucoup plus resserrée vis-à-vis des personnes qui sont des jeunes qui sont en difficulté. Mais enfin, tout de même, là, il y a à s'interroger si l'université, qui est véritablement misérable aujourd'hui au niveau des moyens, on ne pourrait pas réaffecter, réallouer à l'intérieur même de l'éducation nationale une partie des dépenses qui sont affectées aujourd'hui au lycée vers donc ces besoins qui me paraissent essentiels. Richard Descoings. Oui, on peut. Oui, on peut si on est très déterminé, très sûr qu'on veut le faire et immensément courageux. Parce que où sont les moyens dans les lycées? Ils sont là où les parents d'élèves ont une puissance d'influence considérable. On l'a vu dans un rapport récent, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est la multiplication des options en langue. C'est la multiplication des options tout court. Où trouve-t-on ces options? Ce n'est pas dans les ZEP. Et le problème, c'est que le jour où on supprime une option russe, parce qu'il y a 4 élèves, vous avez les agrégés de russe, plus tous ceux qui pensent en France que le russe est une langue importante, qui vont se déchaîner dans la presse, par exemple. Et on dira, le gouvernement va ruiner 120 ans d'efforts pour le maintien du russe. Puis vous aurez option après option. Donc oui, le faire, mais savoir que ça va coûter très cher politiquement, très cher électoralement. Deuxième exemple, dans ma génération, quand on passait le bac, il y avait 6 épreuves. Aujourd'hui, au bac, il y a 12 épreuves. Étions-nous moins bien évalués que ne le sont les jeunes bacheliers aujourd'hui? On peut au moins en débattre. Mais je vous fais remarquer qu'en février 2005, quand au Parlement, on a commencé à débattre de ces questions, ça a été une telle bronca dans l'opinion publique et dans les établissements qu'on a vu le chef de l'État convoquer le ministre de l'Éducation nationale de l'époque sur le perron de l'Élysée devant les caméras pour lui dire « Retirez de votre projet de loi sur l'école tout ce qui concerne le nombre des disciplines
qu'on est obligé de passer au bac, les coefficients, etc. Donc oui, c'est possible. Ça demande de la gestion fine, de la gestion pluriannuelle et de la gestion dans l'unité de production de base, c'est-à-dire établissement par établissement. Et ça, c'est un renversement de perspective complet, parce que le ministère de l'Éducation nationale, il n'est pas autogéré, c'est pas vrai, les profs n'ont pas le pouvoir, il n'est pas co-géré, c'est pas vrai, les syndicats n'ont pas le pouvoir, il est juste pas géré. Et ça, on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est parce que depuis 30 ans, aucun ministre ne s'est intéressé à la gestion. Or, c'est juste le plus important budget de l'État, c'est juste 60 000 écoles et presque 20 000 collèges et lycées, c'est juste 1 300 000 agents publics. Donc si on ne fait pas de gestion dans ce ministère, c'est un peu problématique. Donc on peut faire absolument du transfert de moyens. Mais il faut le courage de dire on va fermer des options ou on va fermer des classes. Quand vous avez les caméras de Claire Chazal, qui fait un marronnier début septembre, au hasard en Corrèze, sur la fermeture d'une classe dans un collège ou d'une école primaire, vous avez les élus du coin qui appellent, qui manifestent, qui disent quand même nos territoires ruraux, il y avait déjà plus de services publics, il ne reste que l'école, la boulangerie a fermé l'année dernière. Vous tuez la France de nos paysans, vous tuez nos paysages, etc. Alors, je citais Claire Chazal, ça peut être David Pujadas, je n'ai pas d'action chez les TF1. Et alors la France entière dit oui, c'est vrai, on est en train de porter atteinte à nos territoires ruraux. Donc oui, il faut dire oui, parce que si on ne ferme pas une classe aujourd'hui, c'est peut-être l'école qu'on fermera dans 5 ans, etc. Pour ça, il faut du temps. Or, depuis 1981, ça commence à faire pas mal, tous les ministres de l'Éducation nationale ont duré 2 ans. Tous. Sauf 2. Lionel Jospin, mais qui a quand même été viré avant de finir son mandat, parce qu'il n'a pas fait l'année 92-93, et puis François Bayrou. Tous les autres 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire à la tête d'une structure économique et humaine pareille en 2 ans, sachant qu'on n'a pas les incentives des entreprises, qu'on ne fait pas vraiment de plans sociaux, qu'on ne dépasse pas les gens, etc. Et de toute façon, on n'a pas les structures de concertation syndicale pour le faire vraiment. Donc oui, bien sûr, je ne suis pas contre la réallocation de moyens, mais je me méfierais, je serais très d'accord avec Bernard là-dessus, je me méfierais d'une promesse électorale consistant à dire oui, nous allons massivement investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, et nous allons le faire grâce aux économies réalisées dans le scolaire, parce qu'il faudra de 5 à 10 ans pour faire les économies dans le scolaire, et que l'investissement massif dans le supérieur et la recherche, on en a besoin maintenant. Merci. Juste une petite phrase de conclusion chacun. Quel est votre souhait, la mesure que vous souhaiteriez la plus urgente, voire arriver, allez, on va dire en 2007? Richard Descoings, vous acceptez que ce soit un Premier ministre, un ministre de l'Éducation nationale gestionnaire, votre premier souhait, comme préalable? Il faut qu'ils prennent 2 engagements, ne pas proposer de loi et ne pas proposer de réforme. C'est pas si facile. Je pense surtout qu'on reconnaisse... Je dis, il faut qu'ils prennent 2 engagements vis-à-vis du président de la République et du Premier ministre du moment, ne pas proposer de loi et ne pas proposer de réforme. Juste de l'action. Juste en complément, c'est de leur dire, s'il fallait une loi, laissez-nous le droit à l'expérimentation et à l'initiative. On y gagnera. Expérimentation initiative, Marc Selam. Je crois qu'il faut du courage, ça fait... Je crois qu'il faudrait du courage un peu plus et laisser le temps un peu plus à un ministère de gérer. Voilà. Parce que je crois que le courage, parfois, c'est un courage politique aussi. Parce que dès qu'on a peur de la rue, je pense qu'on peut aussi avoir quelques soucis. Merci. Stéphane Roussel. Moi, je suis un peu têtu, je reviens à la première proposition du début. Fondre les 2 ministères de l'éducation et de l'emploi. Moi, je vais copier sur mes prédécesseurs. Je crois d'abord qu'il faut que le président de la République, celui qui sera élu, dise clairement que la priorité des priorités,
c'est l'éducation. Comme on a fait il y a quelques années, il y a eu des gouvernements qui ont dit que la priorité des priorités, c'était par exemple l'armement à un moment donné. Et on a fait des choses sur l'armement. On peut décider que c'était un mauvais choix stratégique, mais on l'a fait. Aujourd'hui, il faut décider que c'est l'éducation et investir massivement par rapport à ça. Et le corollaire, c'est qu'évidemment, il faut un ministre, que quelque part, il y a un engagement entre le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale, entre le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale, pour dire qu'il y restera 5 ans. Sinon, ce n'est pas la peine. Messieurs, merci pour vos éclairages, merci pour votre qualité d'écoute. Merci aux étudiants. Bonne suite à la Cité de la Réussite.